Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café, une belle semaine qu'on vous a proposée, qui vous a permis certainement de vous dépayser. Vous avez été nombreux d'ailleurs à vous rendre dans le Grand Nord, en compagnie d'Eric, qui est avec nous toujours. Bonjour Eric. Bonjour. On a passé, je pense qu'il doit y avoir des réactions maintenant quand même. Hein, quand maintenant on vous rencontre, on se dit ah oui, Eric Nicolier, je sais qui c'est. Ça vous arrive? Ouais, on a été se promener, on nous a arrêtés pas mal de fois. J'ai beaucoup de téléphones de mes vieux copains d'école. Et puis on rappelle que ça va passer sur TV5. Donc quand il sera en Alaska, pareil avec sa femme qui est juste là, qui sourit toujours. C'est un sourire extraordinaire. On rappelle qu'il y a une naissance qui est prévue. C'est pour quand? Aux alentours du 10 mai. Alex, ça sera Isabelle. Ça sera Isabelle. Alex, vous nous présentez notre grand invité, puisque le vendredi, on a toujours un grand invité par rapport au thème de la semaine. Alors cette fois, c'est en plein dans la cible. Nicolas Vanier, c'est l'homme du Grand Nord, c'est l'homme du froid, même s'il lui arrive de descendre au-dessous du cercle polaire quand même. C'est l'homme de tous les voyages en direction du Nord, à cheval, non, j'allais dire à dos d'homme, ça rarement quand même. mais avec les chiens, avec en fait les animaux. Et c'est surtout, rappelez-vous, nous avons reçu ici Diane Vanier, la femme de Nicolas. Elle était venue nous parler de cette aventure qu'ils ont menée ensemble en partant du Canada pour remonter jusqu'en Alaska avec Montaigne, qui avait quel âge, votre fille? Elle avait à peine 1 an et demi lorsqu'elle est partie, et donc 2 ans et demi lorsqu'elle a terminé. Elle ne parlait pas du tout en partant, et elle parlait à la fin. Et puis alors un lien quand même, parce que vous avez écrit toute une série de livres passionnants et très bien écrits, très beaux. Et on a découvert ce matin qu'Eric vous lisait. Bien sûr, j'étais à l'école comme tout le monde. Non, mais je veux dire, vous lisiez. Ça, on imagine quand même. Oui, non, mais tu lisais les bouquins, vous lisiez les bouquins de... Ouais, j'en ai reconnu un, là. Juste... Lequel? Prendre celui-là. La vie en or? Ouais, j'avais lu celui-là, puis... Ouais, c'est vrai que la première fois que j'avais vu son visage tout givré comme ça, je me suis dit, il doit être givré, ce mec. Il doit être givré, d'ailleurs. Puis, on va essayer d'aller se givrer la même chose que lui, quoi. C'est un des textes qui vous a donné envie de faire... Ouais. La même chose que François Varigas et Jack London et tout cela. Nicolas, la Yukon Quest, on en a parlé cette semaine pour les téléspectateurs suisses, ça a quand même été une découverte. Un jeune de 23 ans qui l'a fait, qui la termine... 22. Oui, allez. On grandit tous les jours. On grandit toujours, hein, vous grandissez un peu pour cette semaine. Allez, 22, qui l'a fait. Et puis, c'était difficile d'évaluer le degré de difficulté de ce genre de course. Alors, rappelez-nous, vous, le degré de difficulté de la Yukon Quest. C'est assurément la course de chiens de traîneau au monde la plus difficile, parce qu'il y en a 2 qui sont très longues, c'est l'Iditarod et la Yukon Quest. Mais en fait, l'Iditarod, c'est une série de sprints. Pour les chiens, c'est la même difficulté, mais pour le musher, pour l'homme qui conduit les chiens, la Yukon Quest, c'est assurément la plus difficile, et je pense la plus intéressante, la plus passionnante. L'Iditarod, c'est plus une série de sprints qu'on fait les uns après les autres. La Yukon Quest, il faut vraiment non seulement savoir conduire des chiens, mais il faut savoir un peu le Nord aussi. Il faut savoir vivre le Nord, savoir coucher dehors, savoir survivre par des très grands froids, parce que même si on n'a pas eu de chance, en fait tous les deux, je l'ai appris tout à l'heure, parce qu'il a fait assez chaud sur les 2 courses qu'on a pu faire. Souvent il fait très froid, il y a eu des courses qui se sont fait à moins 50, moins 60, là ça rigole pas. Donc c'est un superbe exploit qu'il a, surtout de la terminer dans des temps corrects. C'est bien, moi à cet âge-là, j'aurais pas été capable. Des images. Oui, des images qui vont nous amener d'ailleurs au départ de la Quest, mais avec la meute qui n'était tout de même pas une meute tout à fait comme les autres. Mais de tous les moyens de déplacement que j'ai utilisés, ce sont vraiment les chiens que je préfère. Et de très loin. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai ma propre meute, qui est unique au monde un petit peu par le hasard, puisque j'ai essayé un croisement entre un chien de chasse, un Laïka, et une chienne groenlandaise qui est la chienne de traîneau basique des Inuits. J'ai eu un énorme coup de peau parce que ces chiens réalisent vraiment des performances étonnantes. Ils sont à la fois résistants et rapides, ce qui est assez rare. C'est pour ça que ensemble on s'est entraîné à un très haut niveau
même au plus haut, pour participer à la plus grande course de traîneau à chiens du monde, qui s'appelle la Yukon Quest, durant laquelle on s'est frotté aux plus grands professionnels. Maintenant, on peut dire que mes chiens sont devenus de véritables athlètes. C'est un attelage qui est âgé de 3 à 6 ans et il est au sommet de son potentiel. C'est le moment ou jamais de réaliser avec eux un grand truc. 8000 km à travers les plus beaux et les plus vastes espaces sauvages du monde. C'est notre prochain rêve. Alors on le sent dans ce que vous dites, puis on le sent dans tout ce que vous écrivez, il faut l'amour des chiens. Oh bah, je crois que ça, oui, c'est indispensable. Je ne pense pas qu'il y ait de gens qui conduisent des chiens, qui réalisent ce genre de choses s'ils n'ont pas une certaine complicité avec leurs chiens. Je crois que ça, c'est important. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler aussi parce qu'on assiste aujourd'hui quand même à une espèce de professionnalisation de la course de chiens de traîneau. Et il y a maintenant des mushers qui ont des chenils énormes avec 200, 300 chiens. Donc quand on a 300 chiens, on commence à avoir du mal à se rappeler le nom qu'ont chacun des chiens. Ça devient plus des numéros. Et là, il y a un certain nombre de mushers, pas tous, un peu, mais il y en a un certain nombre qui perdent un petit peu cet amour des chiens au profit de l'amour de la course, de la performance, et ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Eric, vous nous aviez dit au début de semaine, il y a un des chiens avec lesquels j'ai une connivence particulière. C'est comme s'il y avait une transmission de pensée avec lui. Ben oui, mon chien de tête. Puis je pense que c'est un peu comme à tous les mushers ont un chien qui préfère mieux que les autres. Bon, il faut pas le faire sentir ça aux autres chiens. Mais c'est vrai qu'il y a un chien on a toujours un chien qu'on compte dessus plus que les autres. Ouais. Il s'appelle comment, le vôtre? Il s'appelle Linus. Ouais. Alex, quelques images de ça. Oui, parce que on est pratiquement au même endroit, si ce n'est que la course va dans l'autre sens, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et alors, départ, c'était le 12 février. Départ le 12 février de Fairbanks en direction de Whitehorse, numéro 14, Eric Nicolier. Number 14 up to the line is Eric Nicolier from Fairbanks, Alaska. C'est une image qu'on a déjà montrée, il y a quelques images qu'on a déjà montrées cette semaine, mais on ne s'en lasse pas. Ce passage à North Pole, à ce moment-là, il y a encore 14 chiens. Je rappelle que vous allez finir de justesse avec 6 chiens, 13 jours plus tard, 14 jours plus tard. Mais regardez ces immensités. Ça vous rappelle des choses aussi à vous, Nicolas, j'imagine? Moi, ça me fout les boules, comme on dit en France. Ouais, un peu nostalgique, ouais. Quand je revois ça. Ouais. C'est une course que vous avez fait en 97, vous avez envie de la refaire? Je vais la refaire, ouais. Une petite frustration, donc j'ai envie de la refaire. Puis là, j'ai des petits shows qui sont nés, qui sont en train de grandir, sur lesquels j'ai de grands espoirs. Donc d'ici 3-4 ans, je vais me représenter au départ et à l'arrivée. Merci. Sûrement avec Eric, vous êtes prêt à la refaire? Je suis aussi prêt, j'ai un peu la même situation que Nicolas. J'ai des jeunes chiens qui sont prêts à être mis dans l'arnais. Puis... Il parle déjà comme un ancien. Ouais. Oui, alors on retourne à Nicolas, parce que c'est vrai qu'avant la Quest, il y a eu plein de choses. Après la Quest, il y a ce dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire cette odyssée dans le Grand Nord de 8000 km. Mais enfin, il y a tout un chemin auparavant en Sibérie, un peu partout, et on peut peut-être avec vous en faire un bref résumé. J'arrive au terme d'une époque de ma vie. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je sillonne les espaces sauvages des pays d'en haut. Des grandes expéditions, toujours d'1 an, parfois plus. Je suis maintenant allé un peu partout avec des rennes et des poneys à travers la Sibérie, en radeau en Alaska, en canot en Laponie. On est parti aussi 2 ans à travers les montagnes rocheuses avec des chevaux, des chiens. J'ai utilisé toutes sortes de moyens de déplacement, toujours naturels, car ce sont les seuls qui, à mes yeux, respectent vraiment le milieu et permettent de vivre en harmonie avec la nature. C'est ce qui est important.
suis parti aussi pendant 1 an dans le Yukon avec ma femme et ma petite fille. 3 mois à cheval, on a construit une cabane et puis on est parti en traîneau pendant 2 mois jusqu'en Alaska. Peut-être une précision que je n'ai pas faite au début de l'émission. Il y a un public avec nous qu'on est heureux de recevoir. Ils sont du Littoral Trading de Neuchâtel et Idéchoc de Genève. Ce sont des gens qui s'entraînent parce qu'ils sont en recherche d'emploi. Et puis, le meilleur moyen, c'est justement une forme d'aventure aussi un peu personnelle. Vous, votre aventure à vous, le moment où vous décidez de choisir ce mode d'existence, il y a une date, il y a un moment, il y a... je sais pas. Non, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai jamais fait que ça. Non, le déclic vraiment de ma vie, ça a été... moi, j'étais en fait complètement frustré quand j'avais 14-15 ans, parce que je me disais jamais je pourrais vivre à la fois ma passion et puis ma vie, parce que faut bien un jour casser sa croûte, avoir de quoi acheter une baguette de pain. Et le déclic s'est fait lorsqu'au retour d'un voyage, j'avais 16 ans, quelqu'un m'a contacté pour m'acheter une photo, une somme ridicule. Mais là, je me suis dit... Si je suis capable de vendre une photo avec le voyage que je viens faire, peut-être que je peux arriver à vivre de ma passion. Ça, c'était un vrai déclic. Quoi. Alex ? Eh bien, on va commencer tout de même à parler de la plus récente des aventures. J'imagine qu'il y en a déjà d'autres en préparation. Alors, une aventure qu'on voit d'abord dans sa préfiguration, c'est-à-dire au moment où vous annoncez et où vous laissez, j'allais dire la bande-annonce, comme pour un grand film, de ce qui va être la plus grande aventure, c'est 8000 km dans le Grand Nord pour l'Odyssée Blanche. Seul. 8000 km. D'un océan à l'autre à travers tout le Grand Nord canadien. Montagnes, fleuves gelés, banquises, taïga et toundra. 8000 km de glace, de froid et de blizzard. C'est presque une histoire de marin. Les vents seront ses chiens, le traîneau son bateau, et il naviguera sur une mer de neige et de glace pour l'amour du Grand Nord et des chiens. « 8000 km en moins de 100 jours. Mais ce n'est pas un record ni une course. Sur une telle distance, même si l'on recherche la performance, c'est pour sublimer ce qui devient un véritable art de voyager. Pour y arriver, le même plaisir doit habiter l'homme et sa meute, complices jusqu'au bout. C'est ce qui fait la grandeur de cette histoire. Alors une histoire extraordinaire, une histoire unique, une histoire d'ailleurs que vous pouvez lire dans un ouvrage paru chez Lafon ou que vous pouvez suivre à partir d'un très beau film en cassette vidéo. Moi, ce qui m'a touché tout à l'heure, c'est cette espèce d'analogie entre la mer et la montagne. C'est vrai que c'est très très proche. Il y a en fait ce même... Quand on est... Bon, je connais pas bien le monde de la mer, mais finalement, lorsqu'on se lance dans une grande traversée d'une mer, on avance lorsqu'il y a du vent et puis on s'arrête lorsqu'il n'y en a plus. Lorsqu'on se lance dans une grande traversée comme ça, le vent, c'est l'envie qu'ont les chiens de courir. Et c'est important de le rappeler, on force jamais des chiens à courir. Quand ils n'ont plus envie de courir, ils s'arrêtent ou ils ralentissent tellement que dans un périple comme celui-là, c'est pas possible de continuer. Donc, on est complètement à l'écoute des chiens, comme un marin peut l'être du vent. Puis, ma foi, on est sur un petit bateau, c'est-à-dire un traîneau sur de l'eau, sauf que c'est de l'eau qui est gelée ou qui est transformée en neige. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est assez proche. Puis, vous le rappelez dans votre livre, il faut tenir l'embarcation, parce qu'au fond, tout d'un coup, un chien ou la meute peut partir dans une mauvaise direction. Vous parliez de mochers qui se sont tués ou qui ont été gravement blessés, parce que tout d'un coup, il y avait eu, Oui, c'est sûr que, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Eric,
je crois que le grand public souvent a une idée un petit peu fausse de ce que peut être la conduite d'un attelage de chien de traîneau, parce que souvent les images qu'on voit, c'est quelqu'un derrière son traîneau et puis à l'aise, et puis mais en fait souvent on se retrouve dans des situations difficiles avec des chiens au grand galop dans une descente avec des virages à prendre, et c'est assez sportif, et il y a de la casse sur la Yukon Quest, il y a des gens qui se cassent, et puis il y a beaucoup de traîneaux aussi qui se cassent. C'est un métier entre guillemets quand même assez dangereux, et en tout cas sportif. Parce que les chiens de tête peuvent être distraits, par exemple, par un lynx qui traverserait. Enfin, sans être distrait, quand on a une meute de chiens de 14, quand on a 14 chiens bien entraînés qui vont vite, et puis qu'on est lancé dans une descente ou simplement dans un passage un peu délicat, il faut avoir une bonne expérience de la conduite, sinon on est éjecté dès le premier virage. Moi, j'en fais souvent l'expérience avec des gens qui débutent, même avec 4 chiens qui partent comme des bombes, mais on fait un virage, 2, et puis au 3e, les chiens continuent tout seuls. D'ailleurs, dans votre livre, c'est très touchant, au début, vous racontez comment votre fille, elle va, vous allez lui montrer comment tenir l'attelage. Oui, là, c'était d'ailleurs quand je m'entraînais avec mes chiens, elle avait 7 ans, donc elle a fait plusieurs milliers de kilomètres, elle met dans le traîneau, et là pour la première fois, je l'ai mis derrière avec 4 chiens. Vous ne pouvez pas imaginer le sourire qui s'est illuminé dans son visage lorsque je lui ai dit ça y est, tu vas partir toute seule. Là, effectivement, elle m'a dit full camp, papa, maintenant je suis grande, laisse-moi tout seul, je pars. Alors je suis parti, et puis comme elle était complètement ébahie d'y arriver, et puis elle a lâché une main, puis après 2 mains, et puis bien entendu à un moment donné les chiens ont fait une petite accélération, et puis tout est tombé dans la neige, les pleurs et compagnie. Ce sont des images, peut-être pas de la chute, mais en tout cas de ces préparatifs avec Diane, votre femme, et avec Montaigne, parce qu'elles ne vont pas participer à cette grande traversée des 8000 km, mais en revanche on peut les voir là juste aux préparatifs, dans cette complicité autour des chiens. Carmack, assis. C'est bien. Et ton c'est bien, il est pas très... faut pas dire c'est bien, faut dire c'est bien. C'est un petit peu l'aboutissement de toutes les différentes parties qu'il a pu traverser au Canada. C'est changer un petit peu l'esprit aussi de ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire traverser des pays comme ça, de prendre son temps, souvent avec une bande de coéquipiers qui étaient aussi des amis. Là, il part tout seul. Je crois que c'est un peu la continuité aussi de la Quest. Je crois qu'il a peut-être été un peu frustré sur cette course et qu'il a voulu se donner le temps vraiment de pouvoir prouver ce que ses chiens voulaient faire sur 8000 km, une très longue distance, et puis seul, c'est-à-dire se débrouiller. Même si la piste est ouverte devant lui, il sera quand même tout seul sur la piste. On ne peut pas l'empêcher quand il a une idée en tête. Non, mais j'ai confiance. Alors, tu veux venir avec moi ou pas, Montaigne, finalement? De quoi? Tu viens avec moi? En voyage? En traîneau? Ouais, mais ça va être trop long. Je vais vite avoir marre. Tu vas en avoir marre? Ouais. T'es bien dans le traîneau, non? Allez! Alors Eric, vous posez, je ne sais pas si vous avez une question à lui poser par rapport à l'ambition qui est de parcourir 8000 km. Je pensais que beaucoup de monde se demandait si sur 8000 km, comment on progressait. Je pense pas qu'on progresse comme sur la Quest en faisant 160 km par jour. Comment est-ce que tu progressais dans ces 8000 km? Moi, j'avais un peu établi un programme au départ. Disons grosso modo, c'était entre 80 et 100 km par jour, parfois un petit peu plus. Ça m'est arrivé de faire des 160 km par jour. Mais c'est sûr que c'est pas un rythme comme la Quest, mais enfin ça s'en rapproche beaucoup parce que sur la Quest c'est une piste qui est quand même toujours excellente, quoi. C'est très rare que la piste soit mauvaise parce qu'il y a quand même beaucoup d'attelages qui passent, donc c'est quelque chose de dur. Et en fait la grosse difficulté de ce périple était qu'il n'existait justement pas de piste, et donc il arrivait parfois que pour faire 100 km qui se font normalement en 9 heures, 8-9 heures, ces 100 km là on les faisait en 15 heures. Donc le nombre d'heures était comme sur la Quest, il fallait gérer, parce que si on passe 15 heures pour faire 100 km, ça veut dire que sur 24 heures, il en reste plus que 7 ou 8 pour gérer les chiens. Donc c'est vrai que ce que j'ai appris sur la Quest m'a servi à faire ce périple. J'aurais jamais pu, sans cet apprentissage que j'ai fait auprès de Frank Turner, que Eric connaît bien, et cette Quest, me lancer dans ce périple-là. Surtout parce que je pense que j'aurais pas assez cru en mes chiens. Moi, la grande découverte que j'ai faite, je sais pas si c'est pareil pour Eric, la grande découverte que j'ai faite en préparant la Quest et en faisant cette course, c'est de voir que finalement mes chiens étaient toujours un petit peu meilleurs, un peu plus forts que ce que je pensais, quoi. J'avais tendance, moi, à toujours m'arrêter un petit peu trop tôt, alors qu'en fait, ils auraient pu faire beaucoup plus. Ouais.
C'est vrai que pendant la quest, il y a peut-être 2/3 des attelages qui s'inscrivent à la quest qui seraient capables d'arriver dans les 10 premiers. Et après, c'est la différence du mâcheur. Souvent, il y a des mâcheurs qui arrivent à dormir seulement 2 heures par jour. Il y en a d'autres qui doivent dormir 6 ou 7 heures par jour. Mais ça doit aussi dépendre de la gestion de l'effort de l'animal, non? De l'effort des chiens. Si quelqu'un exagère avec ses chiens, s'il n'est pas... Surtout, c'est l'erreur des rookies, c'est ceux qui font la course la première fois. Les débutants, oui. Les débutants qui restent trop longtemps au point de contrôle parce qu'il y a de la paille, il y a quelque chose de chaud à manger. J'avais l'intention de ne pas rester trop longtemps et pour finir, j'aboutissais à chaque fois à rester 8 ou 9 heures. Alors j'aurais dû rester 5 heures, je pense. Alex. Oui, la différence entre les premiers voyages et puis ceux-ci, c'est que là, il y avait des motoneiges, il y en avait plusieurs. Il y en avait une, bien sûr, enfin, pour ouvrir la piste, et puis il y en avait d'autres pour le ravitaillement, parce que c'était pas aussi facile que le Tour de la Quest. Puis à certains moments, vous êtes séparés parce que les motoneiges n'arrivaient plus à passer aussi vite que vous. Et alors là, vous avez retrouvé cette impression de solitude face à l'immensité. Et dans le film, dans un extrait de la cassette, vous le dites, je vous propose qu'on le regarde. Lorsqu'on se retrouve avec les chiens dans cette espèce d'ombre froide qui a les loups qui hurlent au loin, ces lumières un peu métalliques, lunaires, tout seul, complètement déconnecté du monde, qu'on avance pendant des jours sur ces immenses plateaux à plus de 3000 mètres d'altitude, on a la sensation étrange d'être incroyablement vulnérable, trop ridiculement petit face à ces immensités blanches et désertiques. Ce sont des émotions très fortes, intenses, qui marquent durablement et qui transforment. Après, on ne peut plus voir la vie de la même façon. On gagne en humilité tout en se sentant beaucoup plus fort. On gagne en humilité. Je crois, oui, lorsque on traverse des grands espaces comme cela, on a énormément le temps de penser. Et effectivement, le Grand Nord... avec tout ce qui le compose, ces hommes, ces ambiances, je crois, vous ramène à sa juste place. Et puis sa juste place, c'est qu'on est grand comme ça, et puis c'est tout. Alors ce que vous racontez dans le livre aussi, c'est que, bon, on a compris qu'il y a... Vous avez des compagnons, au fond, qui doivent ouvrir la piste, la dégager. Bon, mais quelquefois, vous arrivez derrière, et puis vous ne savez plus très bien si c'est cette trace ou cette trace. Il y a un moment même où vous vous trouvez... comme un peu englué, quoi. Oui, mais en fait, sur le papier, notre organisation était formidable parce que moi, j'étais comme j'imaginais au départ que c'était comme sur la Yukon Quest, j'étais avec mes chiens et puis j'avançais sur une piste et puis j'avais que ça à gérer. En fait, sur les 8600 km, on a 6000 sur lesquels il a fallu tracer une piste dans 2-3 mètres de profond, dans des endroits où personne n'était jamais passé, à travers des montagnes avec des cols à 3500 mètres d'altitude, à travers des banquises avec parfois des rivières ouvertes, Donc, il y a eu 2 aventures. Il y en a une qui est la mienne avec les chiens, et puis il y en a une seconde qui se jouait plusieurs jours devant moi, qui était d'essayer d'ouvrir une piste, de trouver le passage pour aller d'un village à l'autre. Et donc il y avait cette équipe en motoneige qui, par moins 50, devait démarrer le matin. Et si des chiens démarrent sans problème à moins 50, une motoneige, ça ne démarre pas à moins 50. Il y avait le problème qui était que les populations locales, tous les petits villages nous ont énormément aidés, mais quand on arrivait dans un village, on allait voir un Indien, il nous disait surtout, passez à droite de la montagne, sinon on s'est foutu. Puis on allait voir le second qui disait surtout, passez à gauche. Et puis le troisième, surtout, passez par la montagne. Et puis, fallait choisir, parce que, et parfois on se plantait. Donc tout ça, en fait, il y a eu... c'était beaucoup plus difficile que prévu, en fait, cette ouverture de la piste. Et effectivement, plusieurs fois, moi, j'ai buté, en fait, contre l'équipe qui était chargée d'ouvrir cette piste, alors que pas une seule seconde, lorsqu'on préparait ce périple-là, on imaginait que le problème viendrait de là. On pensait qu'il viendrait des chiens, qu'il viendrait peut-être de la piste, en dernier ressort de moi. Puis finalement, les chiens, eux, ont toujours été très bien. L'équipe de motoneige a eu de nombreux problèmes. Et puis moi, je n'allais pas bien du tout, parce que on parlait tout à l'heure du sommeil, mais bon, j'ai dormi en moyenne 3-4 heures par 24 heures pendant 100 jours d'affilée. Et ça fait pas beaucoup. Non. Alors, il y a des rencontres par moment, puisque vous avez cette équipe. Il y a une rencontre qui était extraordinaire dans le film. Oui, alors on est dans le Grand Nord, et bien sûr, en hiver, les heures de jour sont relativement peu nombreuses, en particulier à Noël, où là, il reste 2 ou 3 heures de jour, mais de grands jours, de très beaux jours. Et puis, Noël dans le Grand Nord, voilà à quoi ça ressemble lorsque tout le monde se retrouve. Le Pacifique, l'Atlantique. La goutte d'eau qui tombe ici, il y en a la moitié qui va vers l'Atlantique, là vers le Pacifique. Alors ça c'est pour le Pacifique, et ça c'est pour... Le jour de Noël. Joyeux Noël, hein.
là, le jour de Noël. Là, regarde, il tourne à 360 degrés. Regarde. Ah, il y a des chiots. Eh oh! Oh! C'est une scène extraordinaire, ça, quand même. Vous avez mis ce passage-là pour que tout le monde se foute de moi. Non, elle est belle quand même, non? Donc, à partir du moment où on sait... Ceci dit, c'est quelque chose qui peut être dramatique. Je ne sais pas si c'est arrivé à Eric, mais ça arrive, c'est perdre ses chiens. Ouais. C'est terrible. Moi, ça m'est arrivé sur la... Parce qu'en fait, pour faire la Yukon Quest, il faut avoir fait au moins une course avant. Et moi, en pleine nuit, mes chiens, à un moment, je suis tombé et ont continué tout seul. C'est horrible. C'est horrible, ça peut être terrible. Ils peuvent faire une grande distance. Ils peuvent continuer sur 50, 100 km. Hein. C'est quelque chose qui arrive. Je ne sais pas s'il y a eu des gens scratchés cette année à cause de ça, non? Qui ont perdu ses chiens. C'est des choses. Mais c'est vrai que ça, c'est le cauchemar du musher. Ah ouais, moi, l'année où je l'ai fait, il y a un musher qui s'était attaché d'ailleurs à son traîneau parce que l'année d'avant, il s'était scratché à cause de ça. Il avait tellement peur de perdre qu'il s'était accroché. Résultat, il est tombé et ça a été dramatique parce que les chiens ont continué à l'emmener sur des kilomètres et il est arrivé tout cassé. C'est aussi ce que j'ai fait parce que pendant la Yukon Quest, on dort tellement peu quand on dort sur le traîneau. J'ai la tête qui basculait, je me suis accroché sur mon traîneau. Incroyable. Et puis il y a ces 100 jours à gérer. Et puis il y a le retour. Le retour, bon, ça doit être un immense espoir, non? De se dire, je vais arriver à Québec, on va m'attendre à Québec, je vais retrouver. Ou bien on a une petite crainte. Comment on se dit, c'est la fin d'une aventure? Ce que j'espérais, c'était arriver, ce qui n'était pas évident jusqu'au dernier jour. L'arrivée en elle-même, j'imaginais pas une seule seconde que ce serait celle qu'on a pu vivre, parce que les gens nous attendaient, la ville s'est arrêtée de vivre, c'est la capitale quand même du Québec pendant une journée entière. Il y a une autoroute qui s'est fermée sur 8 km, 100 gendarmes de mobilisés, des canons à neige, des voitures dans tous les sens. C'était complètement dingue. Toutes les télévisions étaient en direct sur l'événement et des milliers de personnes qui étaient là. Et je suis arrivé à l'endroit le plus prestigieux de la capitale. C'est un petit peu en fait comme si, je sais pas, aujourd'hui on arrivait en traîneau à chien sur la place de l'Étoile à Paris, quoi. Et donc il faut s'imaginer qu'il y avait 30 km de banlieue, d'autoroutes, des routes, on est passé dans des endroits complètement dingues. Et moi c'est quelque chose en plus qui me faisait très peur parce que les chiens, ils m'entendaient même plus. Il y avait des hélicoptères, des voitures, des trucs, c'était dingue. Et les chiens ont été extraordinaires, quoi. Eric parlait tout à l'heure de son chien de tête. Moi j'en ai un aussi qui marche bien, comme on dit, et il a été, je crois qu'il a compris tout d'un coup qu'il allait falloir bien écouter parce que ça allait pas être facile, et il a fait un grand numéro là. On pourrait voir, après l'explication, les images. Nicolas Vanier et ses chiens sont en train de gagner un pari fou, un pari insensé, la traversée du Grand Nord canadien en moins de 100 jours. Un défi de l'extrême qu'aucun musher au monde n'a jamais tenté ni même imaginé. C'est donc une aventure extraordinaire qui est en train de s'achever sous nos yeux. Est-ce que c'est glacé ou est-ce que c'est bien pour passer? Faire attention aux aventures. On roule, l'impression on roule toujours vers un petit kilomètre, là, fait que ça va bien verser. Ok, je vous aperçois, on va traverser, on vous attend l'autre bord. Nicolas vient de passer sur le boulevard Saint-Anne en direction de François-Laval. Gosselin en direct de la terrasse du Frein à Québec, juste en face du Château Frontenac. Le réseau de l'information vous présente une émission spéciale sur la conclusion d'un exploit, d'une aventure humaine absolument incroyable. Au terme d'un périple de 4 mois dans le Grand Nord canadien, l'arrivée de l'explorateur français Nicolas Vanier. On a l'impression sur ces images que même les chiens sont fiers. C'est surtout les chiens qu'il faut applaudir, parce que je crois qu'il y a beaucoup de mushers, de gens qui auraient été capables de faire ce que j'ai fait moi en tant qu'homme. Mais les chiens, c'est vrai qu'ils ont fait quand même là quelque chose d'extraordinaire. 8600 km en moins de 100 jours, c'est une performance incroyable qu'ils ont réalisée. Je dis souvent, le héros de cette histoire, c'est l'attelage, c'est vrai.
Et l'attelage, vous l'avez laissé où? Où sont-ils? L'attelage, il est justement pas très loin des images qu'on vient de voir, au Québec. Donc c'est maintenant là-bas que je suis installé, que je m'installe de plus en plus. Alors on rappelle, parce qu'on est sur TV5, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, notamment au Québec, que vous serez au Québec le 28 mars, c'est ça? Oui. Et pourquoi faire? Tout simplement parce que ça sera l'anniversaire de cette fantastique arrivée et que la ville de Québec a voulu faire une projection un petit peu en avant-première pour le Québec du film. Donc je vais avoir le grand plaisir d'aller présenter le film là-bas. C'est vrai que cette arrivée reste pour moi le plus beau moment de ma vie. Ça a été un moment d'une émotion, d'une intensité absolument incroyable. Et même quand je revois les images, encore là, je les ai vues de nombreuses fois, j'ai vraiment une petite larme qui vient. C'était un grand moment. Vous êtes un peu comme Scott, vous dites donnez-moi l'hiver, donnez-moi les chiens et gardez le reste? Non, parce que le reste pour moi c'est quand même une vie que j'ai aussi en France. J'aime aussi mon pays, je vis dans un endroit fantastique qui s'appelle la Sologne. Donc je suis pas prêt à tout envoyer balader pour aller vivre avec le Grand Nord et mes chiens. Mais j'ai trouvé, je dirais, mon équilibre entre ces deux vies que j'ai, quoi, et c'est ça qui est important. Eric, quand on voit ces images d'arrivée là devant le château Frontenac à Québec, tout d'un coup, tous ces gens qui reconnaissent l'exploit, ça vous fait rêver? Je crois que je vais faire la quest encore quelques années. Faire un truc comme ça, je pense que ça demande pas mal de préparation. C'est pas ce qui m'intéresse encore le plus. Vous sentez pas prêt pour ça encore? Non, mais je préfère les pistes qui sont un peu plus damées, où ça va un peu plus vite. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler, là on a eu des images, il faudrait voir l'ensemble du film, on vous rappelle qu'évidemment vous pouvez l'acheter, mais je dirais que c'est un peu idyllique, alors qu'il y a en effet les passages de montagne, par exemple, que vous décrivez, qui sont des passages extrêmement difficiles, où tout d'un coup vous êtes dans une espèce d'eau mélangée de neige, où le traîneau s'enfonce, où les chiens peuvent rester bloqués, et même que la terre peut geler. C'est des situations... C'est sûr que 8600 km à travers tous les grands espaces sauvages du Canada, on est confronté à peu près à tout ce que l'on peut imaginer de plus beau et puis de pire aussi. Donc c'est par exemple dans les montagnes rocheuses, on a été à 10 jours à moins 55, moins 60, à 3000 mètres d'altitude, coincé dans des canyons, des rivières gelées. On faisait parfois j'ai parfois fait 15 km en 20 heures. Donc c'est quelque chose effectivement qui n'est pas du tout envisageable sur des courses comme la Yukon Quest. Donc il y avait une partie course, parce qu'il fallait quand même, comme sur la Yukon Quest, gérer ses chiens, gérer un calendrier des kilomètres, mais il y avait une grande partie surtout aventure, vraiment avec un grand A. Et c'est ce mélange des deux, moi, qui me plaisait aussi, parce que au-delà de tout ça, il y avait aussi des moments d'une intensité incroyable, des rencontres époustouflantes. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les 18 petits villages, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait 18, se sont vraiment mobilisés autour de ce projet. Et il y a eu des rencontres, moi, parfois en pleine nuit, des Indiens venaient à ma rencontre, ouvraient des passages. Il y a eu vraiment des moments très, très forts. Alors vous l'avez vu par exemple à Québec, près du château Frontenac, il y a des milliers de gens qui applaudissent l'exploit. Quand Eric réussit à passer la ligne d'arrivée de sa course, il y a des gens qui sont très émus, et il y en a une personne qui est particulièrement émue dans sa petite maison, quelque part au pied du Jura. Alex, on est allé la rencontrer, vous allez voir ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce que vous pensez de cette course extraordinaire de votre petit-neveu? Moi, j'aurais pas pu la faire, en tout cas, même jeune. Parce que traverser toute cette neige, et puis il devait traverser une rivière aussi. Même vous savez, jamais j'aurais pensé qu'il arrive. Enfin, il avait la volonté. Ça, alors il avait la volonté. Depuis l'âge de 13 ans qu'il parlait de ça. Quand il reviendra, je lui dis, voilà mon champion. Vous l'avez lu celui-là d'article? Oh non, je les ai lus tous 2 ou 3 fois. Ça fait tellement plaisir. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre voisine? Je ne veux pas vous dire ce qu'elle m'a dit. Pourquoi? Elle m'a dit, quand ces messieurs de la télé sont là, il vous faudra raffiner. Oh, j'ai dit, vous savez, moi je peux pas.
Je ne sais pas raffiner. Alors, vous voyez ce qu'elle m'a dit. Elle ne m'a pas dit de félicitations, rien. Naturellement qu'elle ne connaît pas mon petit-neveu. Je suis fière de lui. Voilà, c'est donc votre grand-tante. Vous n'aviez pas vu ce document, hein? Non. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Ah ben, elle est toujours la même. Elle a 92 ans, hein, je crois. Elle a 92 ans. Hein. Elle fait toujours la cuisine. Elle est aussi incroyable. Elle dit qu'elle n'aura pas pu la faire. Moi, je pense qu'elle aurait pu la faire. C'est vrai qu'il y a une rivière à traverser, là? Oh, il y en a eu. Il y en a eu des milliers. Vous êtes allé la voir? Vous êtes allé lui raconter? Ouais, je vais aller la voir. Ouais. C'est un beau témoignage, non? Ah oui, voilà. Extraordinaire. Émouvant, ouais, tout à fait émouvant. Oui, on va retourner un instant encore dans le Grand Nord avec peut-être une autre approche qui n'est plus celle des chiens, ou pas seulement des chiens. Il se trouve qu'au bord de la Couesse, et je crois que vous le connaissez d'ailleurs, Laurent Dick, ce photographe qui est... alors vous voyez, bon, c'est un copain des deux, et il était au bord de la Couesse. Vaudois. Il est vaudois. Hein, Laurent Dick, et il est là depuis un certain temps, et il était en train d'attendre l'arrivée d'un musher à Circle, et puis on a parlé un peu de photographie, et ça rejoint ce que vous disiez, les Lumières du Nord. Un très bon photographe. C'est une passion qui a grandi au fil des années. Je pense que ça a débuté avec une passion pour la nature et les grands espaces du Nord. Et surtout aussi la lumière unique du Nord. Pour moi, la lumière, je pense que c'est la chose la plus importante pour mon travail. C'est la lumière qui m'a amené dans le Nord. Certainement aussi un style de vie, une approche à la vie plus différente que celle où j'ai grandi en Suisse. C'est peut-être un peu aussi retourner aux sources, de voir les choses qui sont plus importantes dans la vie. Certainement, j'ai appris beaucoup de choses ici, dans ce contexte-là, que je pense que je n'aurais jamais appris en Suisse. Ce qui m'a attiré dans le Nord aussi, c'est les cultures autochtones. C'est plus tard que j'ai décidé de finir mes études. J'avais commencé des études en anthropologie et j'ai fini mes études en journalisme. Et pour moi, la photo, c'est un moyen de m'exprimer. C'est plus facile pour moi que de m'exprimer par les mots, comme présentement. Vous le connaissez? Oui. Bah oui, il a suivi la Quest en plus l'année où je l'avais faite là, et il m'a pas mal suivi aussi. Un très bon photographe, il fait des très belles choses. Il vous salue d'ailleurs. Je le salue aussi. Mais alors dites-moi, lorsqu'on a fait autant de choses, et notamment cet exploit sur 8000 km, quels sont les projets futurs? Il y en a d'autres? Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Bien sûr, puisque j'ai des petits chiens qui sont nés, donc ces petits chiens, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc c'est que j'ai pas mal d'idées dans la tête. De toute façon, maintenant, j'envisage plus la vie sans des chiens, un traîneau et de la neige de temps en temps. J'ai deux projets à l'heure actuelle qui occupent pas mal de temps. Un premier, un roman, parce que j'aime aussi beaucoup l'écriture, donc j'ai un gros roman. Et l'autre, c'est que je vais essayer et je vais réussir à rendre accessible aux handicapés moteurs la pratique du traîneau à chien, parce que je pense et je suis sûr que c'est un moyen de déplacement extraordinaire et très bien adapté si on arrive à faire un certain nombre de choses, notamment un traîneau adapté, pour leur rendre accessible des tas d'endroits qui leur sont inaccessibles, notamment l'hiver. Et donc, dès l'hiver prochain, je pense que vous verrez au travers d'émissions et pas mal de choses, les premiers tests qui vont être faits. Et je pense que c'est quelque chose qui se développera à travers le monde, parce qu'en fait, pour des courses comme la Yukon Quest, par exemple, on fait énormément d'entraînement, on se balade énormément, et on pourrait très facilement, au lieu de mettre parce qu'il faut quand même du poids dans le traîneau, emmener des gens, et pourquoi pas des handicapés. Et donc, c'est quelque chose que je vais essayer de développer au cours des années qui viennent. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Eric?
Au tout début que j'avais commencé le traîneau à chien, j'avais fait ça avec Pierre-Antoine à Morgin. Oui. On avait réussi à faire ça sur un petit kilométrage. Avec les handicapés. C'était même les handicapés, on leur a fait des traîneaux spéciaux. Ils étaient attelés à 1 ou 2 chiens, et ils poussaient avec des bâtons et ils avaient fait la course aussi. Ils étaient heureux. Ouais, ça avait bien marché. Bien sûr. Et vous alors, vos projets? Mes projets, c'est de refaire la Yukon Quest avec Pierre-Antoine. Avec Pierre-Antoine Héritier qu'on a eu tout au cours de la semaine, qui est vraiment votre pote, un type extraordinaire. Ça, c'est des histoires que je crois que c'était très important. Vous n'étiez pas là, mais on se rendait compte que pour lui, à 22 ans, il faut des relais. Il faut des relais en Suisse. Il faut un vrai copain qui dit, quand je suis derrière toi jusqu'au bout. Je ne suis pas derrière toi juste pour te pousser à faire ce que tu as envie de faire, mais ce compagnonnage, il est indispensable. On parlait tout à l'heure d'exploit, d'être arrivé au bout de la course, mais il y a un autre exploit qui est d'être sous la ligne de départ. C'est là où la personne qu'on voyait tout à l'heure, qui est ta tante, je crois, disait c'est une histoire de volonté, mais la volonté, elle est déjà d'arriver sous la ligne de départ. Parce que faut trouver des sous, il faut aller là-bas, il faut entraîner des chiens. La grande difficulté, peut-être la plus grande, c'est d'arriver sous la ligne de départ, avec un attelage prêt pour le faire et d'être là-bas. Il y a beaucoup de gens qui en rêvent, mais il y a peu qui y vont. Je crois que si on se demande, si on est inquiet de pouvoir arriver sur la ligne de départ, il faut arriver sur la ligne de départ avec l'entraînement des chiens qui soit complet, un matériel complet aussi. Je crois qu'il ne faut pas aller s'aventurer à la ligne de départ de la Yukon Quest. Sans bonne préparation, sans grand sérieux. Sinon, on ne va pas bien loin. Vous n'avez pas oublié un trait, Matane? Il m'a semblé que vous cherchiez quelque chose dans les minutes qui précédaient le départ, non? Ouais, j'étais pas assez stressé le jour avant le départ. J'ai mis mes lignes de trait dans mon pick-up, j'ai tout chargé. Au moment d'atteler les chiens, bien sûr, parce que c'est le moment où il faut que ça arrive. J'attelle tous mes chiens, et c'est 14 chiens qu'on prend à la quest. Et d'un coup, je me rends compte que j'ai plus beaucoup de place dans mon attelage, il me reste encore beaucoup de chiens attelés, et j'avais qu'une ligne de 12 chiens. J'en avais oublié une dans ma cabane. Alors on a pris la corde de remorquage du camion, on a ragrandi la ligne. C'était une corde assez lourde pour une corde de trait, mais elle a été jusqu'à Angel Creek, c'est là que vous disiez tout à l'heure, les images de son départ, le cœur battant, et puis... oui, mais c'est un grand moment. Moi, j'étais bien plus ému au départ qu'à l'arrivée. D'être là, d'être prêt, puis qu'on entend 4, 3, 2... Puis on se dit, qu'est-ce qui va se passer aussi? Parce que le départ, c'est un moment vachement angoissant. Il y a des milliers de personnes, ça hurle dans tous les sens, les chiens sont surexcités. Et moi, l'attelage qui était juste devant moi, il a fait 40 mètres. Donc quand on est parti pour faire 1600 km et qu'on fait que 40 mètres... Pourquoi il a fait 40 mètres? Parce que les chiens, en fait, ils amènent de la neige, c'est très gelé, il y a des rebords qui sont assez importants, puis les chiens, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, à un moment ils ont dû voir quelqu'un, je ne sais pas quoi, ils ont tourné, le type s'est complètement explosé en l'air, leur traîneau est retombé, tout cassé, machin. C'est encourageant quand il est juste devant vous, quoi. Alors, et en plus, ça faisait des traces, donc moi je me suis dit, oh, ils vont me faire la même chose. Alors, il y a dans votre livre une phrase un mot à propos duquel on va vous répondre en musique, parce que vous dites à un moment, dans la course, dans ce qu'on vit, Eric et moi, il y a un énorme silence, reste à savoir si ce silence est un ami ou si c'est un ennemi. Alors, Gilles, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Eh bien, je vais répondre assez ambiguïment, que c'est des deux façons. En fait, j'aurais pu aussi choisir quelque chose qui vous raconte toute l'énergie de votre attelage, mais en fait, l'image a tellement bien fait. Et surtout, c'est vrai que le silence, ça n'existe pas. Le silence, c'est peut-être ce qui se met à nous parler au moment où tout le reste s'est tu, où on entend peut-être des choses plus intérieures. Et un compositeur est arrivé avec la musique, c'est-à-dire le contraire du silence, à donner cette impression de silence. C'est Debussy. C'est peut-être aussi une impression de solitude, des moments où on se pose des tas de questions, ça s'appelle des pas sur la neige. Un extrait.
Merci Gilles. Une très belle, je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, une très belle correspondance entre la musique et les images et probablement une bonne façon d'exprimer un certain nombre de moments de bonheur que vous avez dû vivre, que nous ne vivrons probablement jamais, Alex. Pour vous, un peu quand même, hein, vous étiez un peu sur place. Il faut des chiens solides, c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors, on vous retrouve ce soir, vous êtes à Ferney-Voltaire, salle du Levant, c'est pour une conférence, Alex? Oui, c'est une conférence avec la projection du film dans son entier, et je crois qu'il y aura du monde. Et puis alors pour Eric, ça se passe au Yukon Café à Colombey. Ce sera une soirée avec le fan club. Ouais. Soulagé là, ça va cette semaine? Au début vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je suis venu faire là? J'étais quand même mieux avec mes chiens en train de... Ça va? Ouais, ça va bien maintenant. En tout cas, merci d'avoir participé. On salue votre femme, Rebecca, et on se réjouit de la naissance prochaine. Et puis, un petit Mosher qui arrive. Un petit Mosher qui arrive et qu'on va applaudir. Hein. Voilà, merci à vous. La semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. On va vous emmener à la découverte de Daniel Rosis. Daniel Rosis, c'est quelqu'un que vous connaissez parce que vous suivez, par exemple, Lady Color, parce que vous avez suivi d'autres prestations théâtrales qu'il a pu faire. Et derrière Daniel Rosis, il y a d'autres Daniel Rosis qui sont extrêmement intéressants et qui vont vous emmener dans 1000 détours formidables. C'est le principe de Zigzag et c'est ce qui a fait aussi le bonheur de cette semaine. Remercie à vous.